Bonjour chers étudiants, bonjour chères étudiantes, bonjour à tous, bonjour à toutes. On va reprendre notre module recherche opérationnelle avec un nouveau chapitre intitulé applications. Donc au cours de ce chapitre, on va étudier des applications de la recherche opérationnelle, c'est-à-dire on va étudier des applications de tout ce qu'on a déjà vu, quelle que soit la modélisation, donc le premier chapitre qu'on a déjà vu, quel que soit pour la résolution de problèmes de maximisation avec la méthode de simplex, la résolution de problèmes de minimisation avec la méthode de simplex, puis la résolution de problèmes quand on a déjà ajouté des variables artificielles, et on va réviser pourquoi on a déjà ajouté des variables artificielles. Et pour cela, on a deux méthodes, la méthode de grand M, c'est-à-dire la méthode de pénalité, et la méthode aussi de double face. Donc, on va les étudier tous les deux. Et puis, on a étudié aussi le passage d'un forme primale à un programme dual et comment on résout un programme dual et aussi comment on résout un programme dual et comment on peut déduire d'un programme primal une solution de dual et inversement. Et finalement, on va étudier l'analyse de sensibilité. Donc, pour plus de détails, au cours de ce chapitre, on va étudier la première application concernant la méthode de simplex pour la méthode de grand M. Donc, au cours de cette application, on va étudier un problème de minimisation. Donc, un problème de minimisation. Donc, on a besoin d'ajouter des variables artificielles. Donc, puisqu'on a ajouté des variables artificielles, on a deux méthodes. Pour la première, on va étudier la méthode de grand M. Et au cours de cette méthode, on va résoudre un problème de minimisation, c'est-à-dire on va revoir les critères d'optimalité, le critère de choisir la variable entrante et la variable sortante et ainsi de suite. Maintenant, pour la deuxième application, on va étudier maintenant de même l'ajout des variables artificielles, mais cette fois-ci, on va résoudre un problème de deux faces. Donc, au cours de ce problème, on va étudier un problème de maximisation cette fois-ci. Pour cela, on va voir comment on a ajouté des variables artificielles et comment on va le résoudre avec la méthode de deux phases. Et on va comparer la méthode de grand M et la méthode de deux phases. Pour la troisième application, on va étudier le passage d'un forme primale à un forme dual ou inversement d'un dual à un primal. Et comment on résoudre, par exemple, un primal et comment on peut déduire la solution de primal de tableau de simplex et de même, on peut déduire de ce tableau la solution de dual. Donc, on peut déterminer la solution de primal et la solution de dual, même aussi on peut déduire est-ce que nos programmes linéaires est saturé ou non. Maintenant, pour la quatrième application, on va étudier l'analyse de sensibilité. Donc, on va prendre un exercice, comment on peut déterminer l'intervalle de variation de coefficient CJ. On peut choisir un de CJ, par exemple C1 ou C2. On va déterminer l'intervalle de variation de ce coefficient-là dans un premier lieu. Et dans un second lieu, on va étudier la variation de coefficient de second membre, le coefficient de E1, E2, de la quantité, c'est-à-dire. Donc, on va étudier deux types de variations, donc deux types d'analyse de sensibilité. Et finalement, je vous donne un exercice à faire et on va le corriger. C'est de vous à faire cet exercice pour bien comprendre et maîtriser vos connaissances et on va le corriger ultérieurement. Donc, on va commencer par la première application. C'est numéro 1, c'est le simplex par la méthode de pénalité. On dit la méthode de pénalité ou la méthode de grand M. Donc, on va prendre cet exercice. On va le résoudre, comme on a dit, par la méthode de grand M. Donc, soit le programme linéaire sous forme canonique suivant. C'est un programme ici de minimisation. Donc, on va minimiser Z égale à X plus Y sous ces contraintes-là. Toujours lorsqu'on a dit
un problème de minimisation, donc c'est pas toujours, mais c'est dans la plupart du temps. Si vous avez un problème de minimisation, c'est-à-dire la plupart du temps, vous aurez des inégalités supérieures ou égales. C'est-à-dire des contraintes avec des inégalités supérieures ou égales. C'est pour cela qu'on a ici des inégalités supérieures ou égales avec un problème de minimisation. Donc, on a ce problème-là avec cette fonction objectif min de z égale à x plus y. Sous ces contraintes, 7x plus 5y supérieur ou égal à 40, 3x plus 4y supérieur ou égal à 9, avec bien sûr x et y supérieur ou égal à 0. Maintenant, donner la forme standard du programme linéaire, P, on va donner la forme standard. On va utiliser dans un second lieu la méthode de simplex de grand M, ou la méthode appelée aussi la méthode de pénalité pour résoudre ce problème P. Et finalement, on va donner la solution optimale. On va déduire cette solution optimale à partir, bien sûr, du dernier tableau de simplex, le tableau optimal. Donc, on va commencer par la forme standard. Donc, ici, on a des inégalités supérieures ou égales. Lorsque vous passez d'une forme canonique à une forme standard et vous avez des inégalités supérieures ou égales, on n'ajoute pas des variables d'écart, mais on fait moins des variables d'écart. Et on aura égalité. Au lieu de supérieur ou égal, dans la forme standard, il faut avoir des égalités. Et si vous avez des inégalités inférieures ou égales, il faut ajouter des variables d'écart. Et si vous avez, comme cet exercice-là, des inégalités supérieures ou égales, il faut avoir moins des variables d'écart. Donc, on aura la même fonction objectif, x plus y min de z égale x plus y. Ici, plus 0 E1 plus 0 E2, on n'ajoute rien. 0 fois E1 plus 0 fois E2. Sous les contraintes, 7x plus 5y moins E1 égale à 40. C'est pas plus, c'est moins E1 parce qu'on a dit dans la forme canonique, on a déjà supérieur ou égal. Donc, on a ici moins E1. Et 3x plus 4y moins E2 égale à 9. Et bien sûr, tous les variables de décision ou les variables, c'est-à-dire de décision x et y, sont déjà positives et même les variables d'écart qu'on a ajoutées doivent être aussi positives. C'est-à-dire ici, tous les variables doivent être positives. Donc, on a cette forme standard. Maintenant, on va vérifier. Dans la question numéro 2, il a dit étudier ou utiliser la méthode de simplex de grand M. La première étape de la méthode de simplex, quel que soit de grand M ou de double phase ou de n'importe d'un problème de maximisation ou de minimisation ou de n'importe quel. Donc, le programme de simplex, la première étape est de déterminer une solution de base. Est-ce que vous avez une solution de base ou non? On va vérifier ici. Comment on peut déterminer une solution de base? Si vous prenez x égale à 0, et y égale à 0, vous déterminez une solution de base E1 et E2. Donc, la solution de base, c'est, on va déterminer E1 à quoi égal et E2 à quoi égal comme une première solution de base. La première solution de base qu'on peut déterminer, on va prendre x et y égale à 0. Donc, ici, x et y égale à 0, c'est-à-dire z ici égale à 0. Donc, moins E1 égale à 40 et moins E2 égale à 9. Ici, c'est-à-dire E1 égale à moins 40 et E2 égale à moins 9. Et ceci, c'est contradictoire. Parce qu'on a dit quoi, nous? On a dit que E1 et E2 doivent être supérieurs ou égal à 0. Donc, ceci n'est pas une solution de base. Donc, on ne peut pas, déjà, de cette étape-là, on ne peut pas terminer avec la méthode de simplex. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déjà une solution de base. On a déterminé comme solution de base E1 égale à moins 40 et E2 égale à moins 9. Donc, ceci n'est pas une solution de base réalisable. Réalisable parce que, c'est-à-dire, elle doit vérifier les contraintes et même la contrainte de positivité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À cette étape, il faut ajouter des variables artificielles. Donc, ici, solution de base, si on fixe x égale à 0, et y égale à 0, alors E1 égale à moins 40 et E2 égale à moins 9. Cette solution n'est pas admissible
car elles ne respectent pas les contraintes de positivité. Il faut introduire des variables artificielles afin d'obtenir un programme standard dont on a déjà une solution de base. Donc, juste noter, ces variables jouent le même rôle que le variable d'écart. Parce qu'avec ces variables d'écart, E1 et E2, on n'a pu rien déterminer une solution admissible, solution de base admissible. Donc, on va ajouter d'autres variables appelées variables artificielles. Donc, le rôle de ces variables joue un rôle comme le rôle de variable d'écart. Ok? Elles sont affectées du coefficient 1. Donc, ils ont des coefficients 1. Ce n'est pas plus alpha fois A ou alpha fois B. C'est A ou B. On va ajouter plus juste 1 fois le variable artificiel. Elles sont traitées comme des autres variables dans le calcul. Donc, puis, on va le traiter comme les autres variables, c'est-à-dire comme le X, le Y, le E1 et le E2. Donc, on va voir la forme standard. Qu'est-ce qui se passe dans la forme standard? Donc, ici, les variables artificielles. On a ajouté les variables artificielles. Donc, avant cette étape déjà, on a ici X plus Y plus 0 E1 plus 0 E2. 5X sont ajoutés ici. Donc, la première étape sont ajoutés M fois A1 plus M fois A2. Donc, juste ici. Min de Z égale à X plus Y plus 0 fois E1 plus 0 fois E2. Qu'est-ce qu'on a dit? On va ajouter des variables artificielles parce que ici, on a moins E1 et moins E2. Donc, on aura 7X plus 5Y moins E1 plus A1 égale à 40. Et 3X plus 4Y moins E1 plus A2 égale à 9. Et maintenant, lorsque vous prenez X, Y et E1 égale à 0, X, Y et E2 égale à 0, vous trouvez A1 égale à 40 et A2 égale à 9. C'est la solution de base. Donc, dans les variables de base, quelles sont votre variables de base? Sont A1 et A2. Maintenant, on a les variables hors base et on a les variables hors base. Je répète, quelles sont les variables de base? Les variables de base sont A1 et A2. Les variables hors base sont X, Y, E1 et E2. Ok? Donc, on va le résoudre par la méthode de simplex. Ce type de problème, qu'est-ce que ça veut dire ce type de problème? Ça veut dire lorsqu'on a déjà ajouté des variables artificielles. Donc, ce type de problème où on a déjà ajouté des variables artificielles, c'est-à-dire ici A1 et A2, on peut le résoudre avec deux méthodes différentes. La première est dite la méthode de pénalité, c'est-à-dire la méthode de grand M. Et cette méthode-là, qu'on va étudier avec cet exercice-là. Et l'autre méthode, c'est la méthode de double phase qu'on va l'étudier avec un deuxième exercice. Donc, dans la méthode de pénalité ici, on va pénaliser ce A1 et ce A2. C'est pour cela on va l'ajouter dans la fonction objectif ou dans la fonction économique avec un coefficient grand M. Donc, dans la fonction objectif, on aura X plus Y plus 0E1 plus 0E2 plus M, grand M fois A1 plus grand M fois A2. C'est pour cela on a dit déjà la méthode de grand M. Parce qu'on ajoute un grand M à ce coefficient artificiel. Puis, on va les résoudre. Donc, notre fonction objectif, c'est pas... Dans la fonction objectif, on a X, 1 fois X, 1 fois Y, 0 fois E1, 0 fois E2, M fois A1 et M fois A2. Et on va résoudre avec la méthode de simplex avec toutes ces étapes. Notre but ici est d'éliminer A1 et ce M-là. Donc, on va prendre ce rappel. Donc, les variables artificielles interviennent exclusivement dans les contraintes égalité ou inégalité, tournées dans le sens supérieur ou égal à le second membre étant positif. Donc, quand on a ajouté des variables artificielles, on a déjà ajouté des variables artificielles lorsque vous avez des inégalités supérieures ou égales, comme on a dans cet exercice. Si vous avez des inégalités supérieures ou égales, vous restreindre des variables d'écart et vous ajoutez des variables artificielles. Même aussi,
si vous avez des égalités, c'est-à-dire quoi dans le programme canonique ici, par exemple, au lieu d'avoir 7x plus 5y égale à 40, à supérieur ou égal à 40, on aura par exemple min de z égale x plus y, 7x plus 5y égale à 40 et 3x plus 4y supérieur ou égal à 9. Quelle est la forme standard ici avec les variables artificielles? Donc la forme standard est la suivante. Min de z égale à x plus y, 7x plus 5y, ici on a égalité, égale à 40. Donc 7x plus 5y plus a1 égale à 40. Et ici on a déjà 3x plus 4y supérieur ou égal à 9. Donc la forme standard devient 3x plus 4y moins e1 plus a2 égale à 9. La conclusion, lorsque vous avez des inégalités supérieures ou égales, il faut faire restreindre donc E1 et ajouter A1. Ok? Si vous avez une contrainte d'égalité, juste il faut ajouter une variable artificielle, A1. Donc, ceci est le principe des variables artificielles. Maintenant, on va le résoudre. Donc, on a dit, les variables artificielles interviennent exclusivement dans les contraintes égalité ou inégalité, le 2, égalité ou inégalité, tournées dans le sens supérieur ou égal à le second membre, c'est-à-dire le B, étant positif, et ceci indépendamment de la nature de l'objectif. Donc, recherche d'un maximum ou d'un minimum, quel que soit, vous avez un problème de maximisation ou un problème de minimisation. Maintenant, si l'objectif est un maximum, les variables artificielles doivent être pénalisées dans la fonction économique par un coefficient de valeur absolue très élevé, mis précédé d'un signe moins. On le notera moins m, avec m très grand, m strictement positif. Si l'objectif est en maximisation, les variables on a dit avec moins m, avec m très grand. Si l'objectif est un minimum, les variables artificielles doivent être pénalisées dans la fonction économique par un coefficient de valeur absolue très élevé, mais précédé d'un signe plus. On le notera plus m avec m très grand. Dans notre exercice, on a un problème de minimisation. C'est-à-dire, dans la fonction objectif, il faut avoir plus m à 1 plus m à 2. Si vous avez ici un problème de maximisation, on aura moins m à 1, moins m à 2. Donc, si vous avez un problème de minimisation, vous ajoutez m à 1, m, la variable artificielle. Si vous avez un problème de maximisation, au contraire, moins m à 1, moins m à 2. Donc, nous, ici, on a un problème de minimisation. Donc, maintenant, si l'objectif, on a dit, donc c'est bon, donc on va maintenant le résoudre, tout est clair, on va le résoudre avec la méthode de simplex. Ici, on a le CJ, le coefficient multiplié par x, c'est 1, le coefficient multiplié par y, c'est 1, par E1, c'est 0, par E2, c'est 0, et par A1, on a dit m, et par A2, c'est m, parce que ici, on a un problème de minimisation. Ok? Maintenant, ceci est le CJ, ici tous les variables, x, y, E1, E2, A1 et A2. Ici, on a les variables de base. Quelles sont les variables de base? On a dit c'est A1 et A2. Donc, on a A1 déjà multiplié par M et A2 multiplié par M ici. Ok. Maintenant, ici, comment on a rempli ces tableaux-là? Donc, la première équation, ici, 7x plus 5y moins E1 plus A1 égale à 40. C'est-à-dire ici, on a 7 fois x, 5 fois y, moins 1 fois E1, 0, ici E2, 1 fois A1 plus 0 fois A2 est égal à 40. De même, ici, on a pour la deuxième ligne, 1 fois x, donc x plus 4y, 0 fois E1, moins E2, 0 fois E1 et 1 fois A2. Maintenant, ce ZJ-là, comment on a rempli ce ZJ-là? Donc, la règle dit, pour ces tableaux-là, le ZJ comment? Donc, 7 fois M, plus, donc ce A1-là est multiplié par M. Donc, on va faire 7 fois M,
plus 1 fois M. On aura donc 8M. Je répète, ici, dans cette colonne-là, pour ZJ, on a 7 fois M plus 1 fois M. Donc, on obtient 8M ici. Donc, on va le répéter ici. Qu'est-ce qu'on a dans cette colonne-là? 5 fois M plus 4 fois M. Donc, on aura 9M. Ici, moins 1 fois M plus 0 fois M, c'est-à-dire moins M. Ici, 0 fois M plus... Donc, 0 fois M plus moins 1 fois M, c'est-à-dire moins M. Ici, M fois 1 plus 0 fois M, c'est M. Ici, au contraire, 0 fois M plus M fois 1, c'est M. Donc, on peut aussi multiplier ceci, 40 fois M plus 9 fois M, c'est 49M, mais on n'y besoin pas. Si déjà vous remplissez ces ZJ, toujours la règle de ces ZJ, celle-là. Toujours. Donc, ce coefficient-là, de cette colonne-là, multiplié par le coefficient de variable de base. Maintenant, on a CJ moins ZJ. Qu'est-ce que ça veut dire CJ? Ici, CJ. CJ, c'est 1 moins ZJ moins 8M. Ici, on a 1 moins 8M. Donc, ici, on a 1 moins 9M. Donc, 1 moins 9M. 0 moins M. C'est-à-dire 0 plus M, c'est M. Ici, 0 moins M. C'est-à-dire plus M. M moins M, c'est 0. Et M moins M, c'est 0 ici. Maintenant, on a déjà rempli ce premier tableau. Est-ce qu'on a la solution optimale? Ici, on est devant un problème de minimisation. Le test d'arrêt pour un problème de minimisation, quel est? Donc, il faut que tous les coefficients de CJ moins ZJ être négatifs. Être positifs. Pour un problème de minimisation, au contraire avec la maximisation, avec un problème de minimisation, il faut que tous les coefficients de CJ moins ZJ être positifs. Donc ici, on a 1 moins 8M, donc c'est négatif. Donc 1 moins 8M, c'est 9M, c'est négatif. Ici positif, on va le terminer. Donc maintenant, on va choisir la variable entrante, c'est-à-dire la colonne pivot et la ligne pivot. Donc il faut choisir la colonne pivot, c'est-à-dire chercher la variable entrante, puis la ligne pivot, c'est-à-dire la variable entrante. Pardon, il faut choisir la colonne pivot, c'est-à-dire chercher la variable entrante, puis la ligne pivot, c'est-à-dire ici la variable sortante. Dans la ligne pivot, la variable sortante. Comment on peut choisir, toujours le choisir de la colonne pivot dans un problème de minimisation? Il faut choisir le plus grand négatif. Quel est ici le plus grand négatif? C'est entre 1 moins 8M et 1 moins 9M. Ici, parce que M, il est très très grand. Quel est le plus grand négatif? C'est 9M, donc moins 9M. Donc, la variable entrante ici, c'est Y. C'est ici la colonne pivot. Donc, ici, c'est la colonne pivot. Maintenant, il faut choisir la ligne pivot. Comment on choisit la ligne pivot? On dit qu'il faut calculer un rapport, ce BI sur AI. Comment on calcule ce rapport-là? On prend ce BI, 40, divisé par 5. 9 divisé par 4. Et il faut choisir le minimum entre ces deux quotients, ces deux rapports. Donc, le minimum entre ces deux quotients, c'est 9 sur 4. Donc, c'est-à-dire ici, c'est A2, c'est la variable sortante. Donc, Y, c'est la variable entrante et A2, c'est la variable sortante. Donc, maintenant, dans le deuxième tableau, au lieu d'avoir ici A2, on aura Y multiplié par son coefficient, par 1. Donc, ici, on a Y. Donc, A2 sort de base avec bien sûr son coefficient et Y entre dans la base avec son coefficient. Donc, 1 fois Y. OK? Maintenant, on va remplir ce tableau-là. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit toute cette colonne 0, sauf le pivot et 1. Donc, quel est le pivot ici? Le pivot, c'est là. Donc, l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot, c'est 4 le pivot ici.
Donc ici, 0, 0, donc 0, 1, on a ici 0, 1. Et puis, dans la ligne pivot, on va diviser par le pivot. C'est-à-dire ici, 1 sur 4. 4 sur 4, c'est 1. 0 sur 4, c'est 0. Moins 1 sur 4, 0. Et 1 sur 4. Et 9 ici sur 4. Donc ici, déjà, 9 sur 4, 1 sur 4, 0. Moins 1 sur 4, 0. 1 et 1 sur 4. Et ici, 0, 1. OK? Donc, sauf le pivot, c'est 1. Et ici, 0. Puis, on va remplir le reste de ce tableau. Donc ici, juste pour vous entraîner à calculer ces termes-là, j'ai noté ceci R, S. Par exemple, on va calculer cette valeur-là, T. Donc, pour entraîner à calculer ces valeurs-là par la règle de pivot. Donc, qu'est-ce qu'a dit la règle de pivot? Donc, par exemple, ce valeur-là, c'est-à-dire, donc, ce valeur correspond au X. OK. Ce set-là, on a dit que ceci est le pivot. Quelle est la règle de pivot? C'est la valeur en face dans la colonne pivot fois la valeur en face dans la ligne pivot divisé par le pivot. C'est-à-dire 7 moins 5 fois 1 divisé par 4. Donc, on va... R égale à quoi? On va voir. Donc, R égale à 7 moins 5 fois 1 divisé par 4. C'est égal à 28 divisé par 4 moins 5 sur 4 égale à 23 sur 4. Donc, on a ici 23 sur 4. On a déjà rempli ce valeur-là. Donc, ici, juste une remarque. Si vous avez dans la ligne pivot, quelle est la ligne pivot? Celle-là, la ligne pivot. Si vous avez des zéros dans la ligne pivot, c'est-à-dire ici, on a dit que A2, c'est la ligne pivot. Donc, celle-là, c'est la ligne pivot. Donc, si vous avez 0 dans la ligne pivot, vous recopiez cette colonne en face de 0. C'est-à-dire, ici, on a un 0 dans la ligne pivot. Ici, on aura moins 1, 0 dans le deuxième tableau, ne change pas. Ici aussi, on a 0 dans la ligne pivot. C'est-à-dire, ici, ne change pas. 1, 0. Donc, voilà ici. 1, 0. Moins 1, 0. Donc, il reste ici à calculer ces valeurs-là. S. Donc, ce valeur-là. Donc, 0 moins l'emphase de la colonne pivot 5 fois l'emphase dans la ligne pivot moins 1 divisé par 4. Donc, S égale à 0 moins 5 fois moins 1 sur 4, c'est 5 sur 4. Donc, on a ici S égale à 5 sur 4. Et on a ici T, ici T. C'est 40 moins l'emphase dans la colonne pivot, ici 5, moins, donc 40 moins l'emphase dans la colonne pivot fois l'emphase dans la ligne pivot fois 9, divisé par les pivots. Donc, 40 moins 5 fois 9 sur 4. Donc, ici, vous trouvez 40 moins 45 sur 4. C'est 160 sur 4 moins 45 sur 4. Donc, égal à moins 15 sur 4. Donc, habituel. Donc, l'habitude, je fais tous ces calculs donc, dans un brouillon et je remplis ce tableau-là. Mais c'est pour vous, pour bien comprendre comment je remplis ce tableau-là. Donc, je mets un peu de brouillon ici, comment on a calculé ces valeurs-là. OK? Maintenant, ici, on a dit déjà qu'on a divisé par le pivot. Donc, tout le tableau est rempli ici. Maintenant, on va d'une autre fois, donc d'une deuxième fois, calculer ces valeurs-là. ZJ, qu'est-ce qu'on a dit pour ce ZJ-là? Le même règle. Ce coefficient-là multiplié par M plus 1 sur 4 multiplié ici, cette fois-ci, par 1. Donc, 23 sur 4 fois M plus 1 quart. Donc, ce ZJ égale 1 quart plus 23 sur 4 M. Ici, on a 0 fois M plus 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 fois M plus 0 fois 1, c'est moins M. Ici, 5 quarts fois M moins 1 quart. Donc, moins 1 quart moins 5 quarts M. Donc, ici, 1 fois M plus 0 fois 1, c'est M. Et de même, on a ici moins 5 quarts fois M plus 1 quart. Donc, 1 quart moins 5 quarts fois M. Donc, on a déjà rempli ce ZJ-là. Maintenant, ce CJ moins ZJ, le même règle. 1
moins un quart, entre parenthèses, plus 23 sur 4m. C'est-à-dire 1 moins 1 sur 4 moins 23 sur 4m. Donc, on aura 3 sur 4 moins 23 sur 4m. Ici, 1 moins 1, c'est 0. 0 moins m, c'est m. 0 moins, entre parenthèses, moins 1 sur 4 moins 5 sur 4m. On aura 1 sur 4 moins 5 sur 4m. Donc ici, m moins m, c'est 0. Et ici, m moins cette valeur, moins 1 sur 4 plus 5 sur 4m, on aura moins 1 sur 4 plus 9 sur 4m. Donc, on a ce deuxième tableau-là. Quand on s'arrête, on a dit qu'on a déjà, quand on trouve toutes les valeurs sont positives. Donc, on a ici des valeurs négatives, on ne s'arrête pas. Donc, on va de nouveau choisir la colonne pivot et la ligne pivot. Donc, maintenant, on va choisir quelle est la valeur entrante. Donc, parmi ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on a dit? On dit la plus grande valeur négative. Donc, la plus grande valeur négative, c'est x ici. Donc, c'est la plus grande valeur négative, c'est 23 sur 4m. Parce que m ici, elle est très, très, très grande. Donc, on va comparer par 23 sur 4m. m est 5 quarts m. Et 9 quarts m, ici c'est moins, donc non, on va comparer par ces valeurs-là. 5 sur 4m et 24 sur 4m, parce qu'on a dit la plus grande valeur négative. La plus grande valeur négative, on va comparer par ces deux valeurs-là. Donc, quelle est la valeur la plus grande négative ici? C'est 24 sur 4m. Donc, x qu'elle va entrer dans la base. Maintenant, donc ici, ce x, c'est la colonne pivot ici. Donc, on va maintenant déterminer la ligne pivot. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la ligne pivot? Il faut calculer ces quotients-là. C'est-à-dire, il faut diviser ce BI-là par ce X-là, ce AI. Donc, on aura ici 5 et 9. Et on va prendre le minimum entre ces deux-là. Le minimum entre 5 et 9, c'est 5. Donc, c'est-à-dire, A1, c'est la variable sortante. On a x qu'elle va entrer dans la base et A1, elle va sortir de base. Donc, x, elle va entrer avec son valeur, avec son coefficient, 1 fois x. Donc, ici, on a x entrante et A1 sortante. Donc, on aura ici x au lieu de A1 fois 1 et y fois 1. Et on va remplir une autre fois le tableau de même étape. C'est-à-dire, on va prendre ici, ici, on a déjà 0, 1. Les variables déjà ici, voilà. Donc, vous comprenez ici déjà, vous aurez presque la solution finale. Donc, ici, on a la colonne pivot 0, sauf les pivots, ici c'est 1. Donc, ici, on a le pivot, c'est 23 sur 4. Donc, ici, le pivot, 1, 0. Et on a dit ici ce 0. Donc, on répète cette colonne-là. Ici, on a moins 1. Donc, on va cette colonne-là divisée par le pivot. Donc, on va le diviser par ce pivot-là. Donc, on aura ici moins 4 sur 23, 5 sur 23, 4 sur 23 et moins 5 sur 23. Et maintenant, on va remplir ces valeurs-là, les autres valeurs. Par exemple, c'est moins 4 là. Ce moins 4 là, on va multiplier moins 4 moins 5 sur 4 fois 1 sur, fois attendez, donc fois l'emphase dans la colonne pivot, donc fois 1 sur 4 divisé par 23 sur 4. Donc l'emphase dans la colonne pivot, moins, donc la valeur ancienne, fois moins l'emphase dans la colonne pivot, fois l'emphase dans la ligne pivot divisé par le pivot. Donc on aura ce tableau-là. Donc, on a déjà calculé, de même dans le tableau précédent, en utilisant la même règle de pivot ou règle de rectangle. C'est de même. OK? Donc, on aura maintenant ces valeurs-là. Ce ZJ, c'est le même principe pour calculer ces ZJ-là. C'est ZJ. On a cette valeur fois 1 plus cette valeur fois 1. On aura moins 3 sur 23. Ici, moins 2 sur 23, 3 sur 23, 2 sur 23.
Donc ici, on a exclu m. On aura m égale à 0 ici. Et c'est ça le but ici. Donc, et on a CJ moins ZJ. C'est 0, 0, 3 moins 23, 2 moins 23, m moins 3 sur 23 et m moins 2 sur 23. Est-ce qu'on a obtenu ici la solution optimale? Donc, on répète, quel est le critère d'optimalité pour un problème de minimisation? Donc, pour un problème de minimisation, le critère d'optimalité, c'est que le coefficient CJ moins ZJ doit être positif ou nul. Positif ou nul. Donc ici, on a ceci 0, 0. Donc ceci positif, ici m moins 3 sur 24, c'est positif. Pourquoi? Parce que m, elle est très, 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 très grande. Donc m tend vers plus l'infini. Donc lorsque vous avez m tend vers plus l'infini, m, elle est très, très grande. Et on va faire moins 3 sur 23, un petit valeur. Donc reste très grand. Donc, reste ceci positif et ceci est de même positif. Donc, on a arrivé à la solution optimale. Donc, quelle est finalement la solution optimale? Ce x égale à 5 et y égale à 1. Et on peut remplacer dans la fonction de minimisation et on obtient le z. Le z, c'est x plus y, c'est 6. Donc, ici... Donc, on a déjà calculé cette valeur-là. Comment on a calculé cette valeur-là? Juste pour vous entraîner à ce calcul. Donc, je vous donne ce calcul-là. Donc, de ce tableau. Donc, vous trouvez ceci, le détail de ce calcul. Et la solution optimale, comme on a dit, c'est x égale à 5 et y égale à 1 et z égale à 6. Donc, ceci, la méthode de grand M. Donc, on va conclure cette méthode de grand M. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait rien. Juste, on a ajouté des variables artificielles. Et ces variables artificielles, lorsque vous ajoutez, si vous avez un problème de minimisation, vous ajoutez dans la fonction objectif plus m fois cette valeur artificielle. Et ici, plus m fois cette valeur artificielle. Et si vous avez un problème de maximisation, vous avez faire éliminer, c'est-à-dire faire moins m à 1, moins m à 2. Et vous, finalement, vous résoudre ce problème-là, comme on a déjà vu ici, avec la méthode de simplex habituelle, avec tous les critères, quels que soient de maximisation, de problème de maximisation ou de minimisation. Donc, ceci, le principe de grand M ou de pénalité. Donc, j'espère qu'il est clair. On va passer à l'application numéro 2. C'est le simplex, la méthode de deux phases. Donc, comme on a dit, on a deux méthodes de résoudre ce type de problème. C'est-à-dire quoi ce type de problème? Dont on a ajouté des variables artificielles. On a la méthode de pénalité de grand M et on a la méthode de simplex de deux phases. Maintenant, on va découvrir avec cette application la méthode de deux phases. Donc, maintenant, cet deuxième exercice, simplex, méthode de double phase ou la méthode de double simplex où il y a plusieurs appellations. Donc, mais le principe est le même. Cette fois-ci, on va prendre un problème de maximisation pour bien comprendre la différence entre les critères d'optimalité d'un problème de minimisation et les critères d'optimalité ou les critères de choisir même les variables entrantes pour un problème de maximisation et un problème de minimisation. Donc, je rappelle, dans l'exercice numéro 1, on a résolu un problème de minimisation avec la méthode de grand M. Dans l'exercice numéro 2, on va résoudre un problème de maximisation, mais avec la méthode de double phase. Vous pouvez résoudre ce problème-là avec la méthode de grand M. Et ce sera un très très bon exercice pour vous, parce que vous avez déjà le résultat. Donc, il faut arriver à ce résultat-là. OK? Donc, l'exercice, il nous demande de résoudre ce programme linéaire en utilisant la méthode de double phase, double simplex. Puis, on va déduire une solution réalisable optimale. Donc, on a ce problème. Donc, max de z égale à 4x1 plus 2x2
avec 3x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 12, x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 4 et x1 inférieur ou égal à 3. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? On va passer tout d'abord à la forme standard. Donc ici, dans la forme standard, on a une inégalité inférieure ou égale. Donc il faut ajouter une variable d'écart. Ici, vous avez une inégalité supérieure ou égale. Il faut faire soustraire, restreindre une variable d'écart. Et ici, vous avez une inégalité inférieure ou égale. Il faut ajouter une variable d'écart. Donc, on aura ici max de z égale à 4x1 plus 2x2 sous les contraintes 3x1 plus 2x2 plus ici x3 égale à 12. Ici, x1 plus 2x2 moins x4 égale à 4 parce que ici, on a déjà un supérieur ou égal. Et ici, x1 plus x5 égale à 3. Et avec tous les xi de 1 jusqu'à 5 sont positifs. Ici, on a dit quoi? Dans la méthode de simplex, quelle que soit la méthode de simplex, la méthode de simplex habituelle ou la méthode de simplex avec les variables artificielles de grand M ou de double simplex ou de double phase ou n'importe quelle méthode de simplex, la méthode ou la première étape est déterminer une solution de base. Donc, ici, la solution de base, quelle est? Qu'est-ce qu'il faut prendre? x1 égale à 0 et x2 égale à 0. Donc, si vous prenez ici x1 égale à 0 et x2 égale à 0, on aura ici, on obtient x3 égale à 12. Ici, si vous prenez x1 égale à 0 et x2 égale à 0, on obtient ici x4 égale à, donc moins x4 égale à 4. C'est-à-dire ici, x4 égale à moins 4. Ici, si vous prenez x1 égale à 0, ici, on aura x5 égale à 3. Donc, la solution de base, c'est x3 égale à 12, x4 égale à moins 4 et x5 égale à 3. Et qu'est-ce qu'on a dit déjà? Tous les xi sont positifs, doit être. Et ici, on a x4 égale à moins 4. Et c'est contradictoire. Puisqu'on a trouvé une variable, il ne s'agit pas de la contrainte de positivité, donc ce n'est pas admissible. N'est pas réalisable cette solution de base. Donc, on remarque quoi ici? On remarque qu'il n'y a pas une solution de base réalisable. Si x1 égale à x2 égale à 0, on obtient, on a dit x3 égale à 12, x4 égale à moins 4 et x5 égale à 3. Donc, on passe à l'étape suivante, on ajoute une variable artificielle notée A. Où on a le problème? On a le problème ici. Lorsque vous avez déjà x4 égale à moins 4. Donc, on va ajouter juste ici une variable artificielle. Donc, on passe à l'étape suivante. On a dit on va ajouter une variable artificielle notée A. On aura ce problème-là. Max de z ne change pas. Max de max ici. 4x1 plus 2x2. 3x1 plus 2x2 plus x3 égale à 12. x1 plus 2x2 moins x4 mais plus A, la variable artificielle, égale à 4. Et x1 plus x5 égale à 3. Bien sûr, avec tous les variables x1 jusqu'à x5 et de plus A aussi est positif. Ok? Maintenant, on va les résoudre avec la méthode de double phase. Quel est le principe de la méthode de double phase? Donc, le principe de la méthode de double phase, la première étape est au lieu de maximiser cette fonction objectif, 4x1 plus 2x2, il faut minimiser, donc il faut minimiser 4x1 plus 2x2, il faut minimiser les variables artificielles. Donc, il faut minimiser notre variable artificielle, ce A-là. Donc, la première étape dans la phase 1, donc la première étape est de changer la fonction économique, ou objectif on a dit aussi, max de z égale à 4x1 plus 2x2, par une autre fonction économique, ce min de z égale à A. Si vous avez d'autres variables artificielles, on va minimiser z à 1 plus A2 plus A3, par exemple, si vous avez A1 ici, A2 ici, A3 ici, par exemple. Donc, vous aurez, dans la première étape, dans la phase 1, minimiser la somme des variables artificielles. Et une autre remarque, si vous avez un problème de minimisation
Donc ici, si vous avez un problème de minimisation ou un problème de maximisation dès les débuts, toujours dans la première phase est de minimiser la somme des variables artificielles. Quel que soit, je répète, quel que soit, vous avez dès les débuts un problème de maximisation ou un problème de minimisation, il faut minimiser toujours, max ou min, il faut minimiser la somme de variables artificielles. Par exemple, ici dans notre exercice, on a une seule variable artificielle, on a ajouté cette variable artificielle-là, plus a égale à 4. Donc, on va minimiser cette a-là. Donc, dans la première étape, dans la phase 1, notre problème sera minimiser z égale à a sous les contraintes, les mêmes contraintes, 3x1 plus 2x2 plus x3 égale à 12 et 3x1 plus 2x2 moins x4 plus a égale à 4 et x1 plus x5 égale à 3 avec tous les xi positifs et a aussi positif. Maintenant, on va passer à la méthode de simplex. On va minimiser a. Notre variable de base sont x3a et x5 et notre variable hors base sont x1 et x2. Donc, ici, on trouve les variables de base. Ici, on trouve tous les variables, bien sûr avec les a et tous les variables. On a un problème de minimisation. Donc, on va prendre les critères d'un problème, de résoudre un problème de minimisation. Ici, on a le b et ici, vous avez le z. Donc, vous pouvez, avec la méthode de simplex, vous pouvez résoudre avec ce tableau-là. Juste avec le z ici, le coefficient de z. Et vous pouvez aussi résoudre avec, comme on a déjà résolu dans l'exercice numéro 1. Donc, zj et cj moins zj. Tous les deux sont justes. Et on a déjà vu dans le cours tous les deux. Donc, je répète, tous les deux sont justes. Il faut comprendre tous les deux écritures. Donc, on peut trouver une écriture comme dans l'exercice numéro 1, comme cette écriture-là. Donc, zj ici, cj ici et cj moins zj dans la dernière ligne. Et j'ai déjà démontré comment on résoudre ce type de tableau-là et ce type de programme de simplex, quel que soit un problème de minimisation ou de maximisation. Maintenant, on peut aussi résoudre des problèmes de maximisation avec ce type-là. Juste, on écrit ici les variables de base et hors base, comme d'habitude, les b et les variables ici de base, et ici juste le coefficient de z. Et on va résoudre de même type. On va choisir ici un problème de, qu'est-ce qu'on a dit? Un problème de minimisation. Donc, comment on va le réagir? Donc, un problème de minimisation. Donc, on va choisir le plus grand négatif. Quand on a arrêté, donc on arrête si on a tous les coefficients ici positifs. Ok? Mais ici, on a des coefficients négatifs. Donc, on n'a pas une solution optimale. Donc, on va prendre la variable entrante, puis la variable sortante. Donc, c'est-à-dire la colonne pivot et la ligne pivot. La colonne pivot d'un problème de minimisation ici. Il faut choisir la ligne, la colonne où on a la valeur de coefficient de CJ le plus négatif, le plus grand négatif. Donc, c'est moins 2. Donc, ici, c'est moins 2. Donc, on va choisir maintenant, après choisir cette colonne X2, c'est la colonne pivot, on va choisir la ligne pivot maintenant. Quelle est la ligne pivot? On va calculer le rapport. Donc, on va calculer ces BI sur la colonne pivot, c'est-à-dire 12 sur 2, c'est 6. Et ici, 4 sur 2, c'est 2. Et on va prendre le minimum. Le minimum, c'est 2. Donc, ici, c'est la ligne pivot. Et l'intersection, c'est 2. Ici, en bleu, c'est le pivot. Donc, puis, on va reprendre toutes les étapes le deuxième tableau. Donc, la colonne pivot, tout 0 sauf le pivot est 1. Donc, ici, on a 0, 1, 0, 0. Donc, 0, 1, 0, 0. La ligne pivot, ici, on va diviser par le pivot, c'est-à-dire par 1,5. 2 sur 2, c'est 1, 0, moins 1,5, 0. Ici, voilà, 2. Donc, 2. Et l'autre, les autres, on va le remplir avec la règle du pivot comme on a déjà vu.
Maintenant, ici, le A, il sort. Parce que ici, on a ce A-là, elle sort de variable de base. Donc, notre but ici, de minimiser A, de faire sortir A, d'éliminer A, annuler A. Donc, ici, A, elle a la sortir déjà ici. Donc, elle a sortir de base. Voilà ici. On a x2 au lieu de A. On a x2 entre dans la base. Puisque vous avez déjà A, elle va sortir de base. On va éliminer ce A-là. Cette colonne de A-là. On va l'éliminer. OK? Donc, ceci dans la première phase. Je répète. Donc, notre première phase est de minimiser A. C'est-à-dire quoi? On va éliminer A. On a A dans les variables de base ici. Lorsque vous sortirez A, donc vous avez éliminé A. Donc, si vous avez éliminé A, donc A, elle a sortir de base. Donc, si elle a sortir de base, on va l'éliminer d'ici, de cette colonne-là. On n'aura pas A. Donc, on a cette colonne-là, tout 0 ici. C'est-à-dire, on a éliminé A. Donc, on remarque que notre fonction de minimisation est réalisée. Donc, c'est un 0 partout. Donc, ici, c'est 0 partout. Donc, notre fonction de minimisation, c'est-à-dire minimiser A, est réalisée déjà parce qu'on a trouvé 0 partout. Donc, on a éliminé ce A-là. Donc, on obtient une solution de base réalisable. x3 ici égale à 8, x2 égale à 2 et x5 égale à 3. Donc, c'est bon, on a trouvé une solution réalisable. Donc, maintenant, on reprend le même tableau en supprimant la variable artificielle et bien sûr remplacer la fonction économique par la fonction économique de notre premier système. Donc, la première étape, on va conclure ici, la méthode de double phase. La première étape, on a un problème ici. Vous n'avez pas une solution de base. On veut avoir une solution de base. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une variable artificielle. Et on va ajouter A. Donc, cette variable artificielle A. Maintenant, dans la première phase, on va minimiser cette A-là. Donc, A, nous aide à déterminer une deuxième solution de base, mais cette fois-ci réalisable. On veut déterminer une solution de base réalisable, admissible. OK. Maintenant, on va minimiser A. Cette A, elle va nous aider à déterminer une solution de base. Mais on veut, dans le même temps, d'éliminer. Donc, on va résoudre le problème de simplex. Donc, on a arrivé ici à tout le z égale à 0, c'est-à-dire quoi z égale à 0? Donc, qu'est-ce qu'on a déjà dans le z? Min de A. Donc, on a le A égale à 0. Donc, on a éliminé ce A-là. Et dans le même temps, on a trouvé une solution de base. Ce x2 égale à 2, x3 égale à 8 et x5 égale à 3. Cette solution positive, donc, elle est admissible. Maintenant, dans la phase 2, on va reprendre le même travail, le même tableau, ce tableau-là, mais c'est avec la fonction CJ ici, avec la fonction objectif qu'on a déjà dès le début. Donc, on va prendre ce même tableau-là, avec tous ces coefficients-là, avec cette fonction de base admissible, avec cette solution de base admissible, mais la seule changement, c'est dans le coefficient de z. Parce qu'on va prendre le max de notre fonction objectif. OK? Ici, dans la deuxième phase, on a tout ce tableau, le même. Ici, tout le même tableau de 0, 1, 1, donc 1 demi, ainsi de suite. Donc ici, le même tableau. Mais le seul changement, c'est cela. Z, on a 4x1, 2x2 et 0, 0 les autres. On n'a pas B, A, on a éliminé déjà A, c'est bon. Et le B égale à 8, 2, 3, avec ce coefficient-là, 8, 2, 3. OK? Donc maintenant, on est devant un problème de maximisation, parce que notre problème dès le début est maximiser Z, 4x1 plus 2x2. Maintenant, on va résoudre ce problème-là avec la méthode de simplex d'un problème ou d'un programme de maximisation. On va répéter toutes les étapes. On va réviser quel est le test d'optimalité pour un problème de maximisation. Donc, le test d'optimalité est d'avoir tous les coefficients négatifs. Ici, le coefficient de z négatif. Donc, ici, on a des coefficients positifs. Donc, on n'aura pas la solution optimale. Donc, on va
chercher la colonne pivot, c'est-à-dire la variable entrante, et la ligne pivot, c'est-à-dire la variable sortante, et ainsi de suite. Et on va remplir le nouveau tableau et tout le travail après. Donc, on va ici prendre le critère de la colonne pivot dans un problème de maximisation, le maximum du coefficient de z, positif, le maximum de coefficient. Donc, c'est 4 ici. Donc, x1, elle va entrer dans la base. Et maintenant, toujours, pour déterminer la variable sortante, c'est de calculer le quotient b sur a, c'est-à-dire 8 sur 2, c'est 4, 2 sur 1 demi, c'est 4, et 3 sur 1, c'est 2. Et on va prendre les minimums de ces valeurs-là, c'est 2 ici. Le minimum, c'est 2. Donc, c'est-à-dire x5, elle va sortir de base. Et 1 ici, en bleu, c'est le pivot. Donc, x1 entre dans la base et x5 sort de base. Et on va remplir le deuxième tableau, c'est-à-dire la colonne pivot tout 0, sauf ce pivot et 1. Ici, on va diviser par le pivot, c'est-à-dire par 1, ne change pas, ne change rien. Ici, on a 0, on va répéter cette colonne-là, on va répéter cette colonne-là, cette colonne-là et cette colonne-là. On va répéter presque tout, juste on va calculer ces valeurs-là. Donc, ici, on a déjà répété ça. Donc, on a calculé ces deux valeurs et on obtient ici 2 et ici, on a moins 12. Donc, est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale? Non, parce qu'on a déjà une valeur positive ici, dans le coefficient de z, c'est 2. Quand on a arrivé à la solution optimale, on a dit lorsque vous avez des valeurs ici 0 ou négatives, toutes les valeurs. Donc, puisque vous avez 2, on n'a pas arrivé à la solution optimale, on va terminer. On a une solution de base ici. La deuxième solution de base, quelle est? Ici, la première solution de base, on a dit que 8, 2, 3. x3 égale à 8, x2, 2 et x5, 3. Ici, la solution de base, la deuxième solution de base, meilleure que cette solution. Elle est meilleure que cette solution. Mais ce n'est pas optimal. Ceci, elle est meilleure que l'autre. Donc, x3 égale à 2, x2 égale à 1,5 et x1 égale à 3. Mais ce n'est pas optimal. OK? Donc, avec le z égale à 12. Donc, on va chercher l'optimal, nous. Donc, ici, on va faire entrer x2 maintenant. On va faire x2, entrer x2. À la place de qui? Donc, on va voir. Donc, ici, donc, on va prendre les minimums ici. C'est ici 2 sur 0, c'est infini. 3 sur 0, c'est infini. C'est 1,5 sur 1, c'est 1,5. Donc, ici, on aura x3. Donc, de la même place de x2, mais on va chercher quel est le changement ici. Donc, x3, x2, x1. Donc, ici, tout 0 sauf ce pivot-là, c'est 1. Tout 0 sauf ce pivot-là, c'est 1. Donc, on va calculer les valeurs qu'elle va changer. Ici, on a moins 13, ce B-là, 2, 1,5 et 3. Ici, est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale? Encore non, parce qu'on a ici 1. 1, c'est une valeur positive. Donc, je répète la solution optimale ici lorsque vous trouvez toutes ces valeurs-là négatives ou 0. Donc, on va répéter le même travail. Donc, on va faire entrer 4 là, ce x4 là. Au lieu de qui, il faut chercher la solution ou la variable sortante. Donc, il faut calculer le quotient. Donc, ce quotient-là, c'est 2 multiplié par 1, ce 2. Ici, 1,5 multiplié par moins 1,5, c'est une valeur négative. On ne le prendra pas. Ici, c'est infini. De plus, on ne le prendra pas. Donc, ce 2 ici. Donc, la variable sortante, ce x3. Donc, x4, elle va entrer à la place de x3. Donc, ici, on a x4, x2, x1. Avec ces valeurs-là, avec tout le tableau, ce tableau-là. Donc, le tableau final, on s'intéresse toujours à cette ligne-là et cette colonne-là. Parce qu'on n'a besoin pas de cette partie-là. Parce que, pourquoi? Parce que ici, dès que vous avez arrivé à la solution optimale, ici, quel est le critère de la solution optimale? On a dit pour un problème de maximisation. Tout 0 sauf tout 0 ou négatif. On a ici arrivé tout 0 et cette valeur négative. Donc, on a arrivé à la solution optimale. Maintenant, pour déterminer la solution optimale, où je peux déterminer dans cette colonne-là, dans le B. Donc, c'est x4 égale à 2, c'est x2 égale à 3,5,
c'est x1 égale à 3. Donc, sincèrement, donc, on n'a pas besoin de cette partie-là dans le final, dans le tableau optimal. Juste ici. OK? Dans d'autres étapes, par exemple dans l'analyse de sensibilité, on a besoin de ci. OK? Donc, maintenant, juste pour déterminer la solution optimale, on a besoin de ce calcul-là. Donc, avec le z égal à ici 15. On remarque ici que tous les coefficients de z sont négatifs ou nuls. Et puisqu'il s'agit d'un problème de maximisation, donc c'est le test d'arrêt, ceci implique que ceci est le dernier tableau, c'est-à-dire le tableau optimal où on a la solution réalisable optimale, c'est-à-dire x1 égale à 3, x2 3 demi, x3 0, x4 2, x5 0 et z égale à 15. Donc, on a arrivé à la solution optimale. Et avec ces deux exercices, déjà, on a révisé comment on peut résoudre deux types de problèmes avec deux coefficients artificiels, l'une avec la méthode de pénalité et l'autre avec la méthode de double face. Donc, maintenant, on va étudier une troisième application. C'est donc le simplex primal dual. Et avant de passer à la troisième application, juste je veux résumer cette méthode de double face parce qu'elle est très très importante. Donc la méthode de double face, elle est basée sur deux étapes. La première est toujours après bien sûr avoir la solution de base et d'ajouter les variables artificielles ainsi de suite. Donc on a déjà ajouté les variables artificielles. La première phase est toujours de minimiser. Quel que soit vous avez un problème de maximisation ou de minimisation, la première étape est de minimiser. Mais minimiser quoi? La somme des variables artificielles que déjà vous avez ajoutées. Donc, A1 plus A2 plus A3 plus A4, n'importe quel, donc le nombre de variables artificielles que vous avez déjà ajoutées. Donc, on va minimiser ces variables artificielles. Donc, la minimisation de ces variables artificielles, on va éliminer ces variables artificielles. De façon, on veut obtenir une solution de base. Admissible, bien sûr. Réalisable, admissible. Donc, dès que vous avez trouvé le z égal à 0, c'est-à-dire vous éliminez et faire sortir A, éliminer ce A là, vous avez déjà trouvé une solution de base. Donc la première étape ici, la phase 1, elle est terminée. On va prendre maintenant la phase 2. On va prendre le même tableau, le même dernier tableau dans la phase 1, mais juste on va changer le coefficient de z par la fonction objective qu'on a déjà. On va changer par la fonction objective qu'on a déjà dans le premier problème, quel que soit problème de maximisation ou de minimisation. Et on va le résoudre maintenant avec le même critère de simplex, quel que soit pour un problème de maximisation ou un problème de minimisation. Donc la méthode ici de double phase, de A, elle nous permet ou elle nous aide à déterminer dans la phase 1 une solution de base. Parce qu'on a dit que dans la méthode de simplex, la première étape est d'avoir une solution de base admissible réalisable. Ok, donc pour cela, on a intervenu cette méthode-là pour nous aider à déterminer une solution de base. Dès que vous avez une solution de base réalisable admissible, vous prenez ce dernier tableau, mais avec la fonction objective qu'on a déjà dès le début. Et vous résoudre de même étape. Maintenant, on va passer à un autre contexte. Un autre contexte, c'est le simplex primal dual. Donc, application 3, comment on peut passer d'un problème primal à un problème dual. Et inversement, on peut aussi passer d'un problème dual à un problème primal. Et on peut déduire si vous avez déjà résoudre un problème primal, vous pouvez déduire la solution de dual. Et si vous avez résoudre un problème dual, vous pouvez résoudre ou vous pouvez déduire la solution de primal. Donc, dans cet exercice, on va prendre un exemple de primal et on va donc déterminer la forme duale, puis on va résoudre le primal et on va déduire la solution de dual.
Donc, on va prendre cet exercice. Donc, aussi, on va réviser un peu la modélisation. Donc, primal, dual, simplex. Une entreprise dispose de deux machines, M1 et M2, pour fabriquer deux produits A et B. La production de A nécessite 1 heure de M1 et 2 heures de M2. La production de B nécessite 1 heure de M1 et 1 heure de M2. Donc, capacité horaire de 60 heures et 90 heures respectivement pour M1 et M2. La marge sur le coût variable, uniteur, est 30 euros et 20 euros, respectivement pour A et B. Maintenant, écrivez la forme primale P de ce problème. Donnez la forme duale du programme primal P. Donnez la solution optimale du primal et déduire la solution optimale du dual. OK? Maintenant, pour cet exercice, donc on va reformuler, tout d'abord, on va écrire la forme primale, c'est-à-dire la forme canonique de ce problème. On va reformuler cette écriture-là dans un tableau. Qu'est-ce qu'on a ici? Une entreprise, il a dit, dispose de deux machines. On a deux machines, une machine M1 et la deuxième machine, c'est M2, pour fabriquer deux produits, A et B. Donc, la production de A, on a dit, nécessite 1 heure de M1 et 2 heures de M2. Donc, ici A, M1 et M2, ici B. Donc, 1 heure de M1 et 2 heures de M2. Pour le B maintenant, la production de B nécessite 1 heure de M1 et 1 heure de M2. Ici, on a 1 heure pour le B et 1 heure de M2. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la production de B, on a capacité horaire de 70 heures pour M1 et 90 heures pour M2. Donc, ici, on a pour M1 les contraintes, donc 70 heures et 90 heures pour M2. Et la marge de bénéfice pour le produit A, c'est 30 et pour les produits B, c'est 20. Maintenant, si vous avez reformulé le problème dans un tableau, ça sera tout et clair. Donc, on a dit toujours la fonction de maximisation ou de minimisation et toujours on obtient le bénéfice de marge, de profit, ainsi de suite. Donc, notre fonction objective, c'est de quoi? C'est de maximiser le marge de bénéfice, de maximiser 30 fois x1. Donc, x1, c'est le produit A et x2, c'est le produit B. Donc, maximiser 30, x1, plus 20, x2. Sous quelle contrainte maintenant? On va on a x fois 1, donc M1, x, c'est la première contrainte de M1, et ici la deuxième contrainte de M2. Donc la première contrainte pour M1, donc on a x plus x fois x2 fois 1, inférieur ou égal à 70. Maintenant 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 90. Et bien sûr x1 positif et x2 positif. Donc, et ceci est notre problème. Donc, avec cet exercice, on a déjà révisé comment on peut modéliser un problème. Donc, la première étape est de détecter quelles sont notre variables. Ici, notre variables sont x1 et x2. Le nombre de produits A et le nombre de produits B. On veut le maximiser, avoir le nombre pour maximiser notre bénéfice. Maximiser des bénéfices, c'est de ces valeurs-là, 30x1 plus 20x2. Sous les contraintes, il est clair ici les contraintes quand vous formulez dans un tableau. Donc finalement, on a ce primal-là, ce problème primal. Maintenant, on veut passer, dans la deuxième question, donner la forme duale de programme primal P. On veut passer d'un primal à un dual. Comment? On a dit que ce coefficient-là de la fonction objectif devient dans le B. Et le B devient dans la fonction objectif. Dans la première étape, avant ça, on va déterminer combien on a des variables dans la forme duale. On a ici deux contraintes, c'est-à-dire j'ai dans la forme duale deux variables. On va le noter y1 et y2. Maintenant, dans la fonction objective, on a dit le B devient fois y1 et y2.
Donc, ici, on a 60 fois Y1 plus 80 fois Y2. 70, pardon, fois Y1 plus 90 fois Y2. Et au lieu d'un problème de maximisation, on aura un problème de minimisation. Donc, notre fonction maintenant économique, c'est de minimiser Z égale 70Y1 plus 90Y2. Maintenant, les contraintes. Donc, on va prendre cette matrice 1, 1, 2, 1 et faire la transposée. Donc, 1, 1, 2, 1. La transposée de M, c'est 1, 2, 1, 1. Donc, la ligne devient colonne et la colonne devient ligne. Donc, cette ligne devient colonne et cette deuxième ligne devient colonne. Donc, ceci, la matrice transposée. Donc, on aura fois Y1, Y2. Donc, Y1 plus 2Y2. Et ici, Y1 plus Y2. Maintenant, au lieu de inférieur ou égal, on aura supérieur ou égal. Ici, supérieur ou égal. À quoi? Au coefficient C. On dit que le B devient dans le C et le C devient dans le B. Donc, supérieur ou égal ici à 30 et ici à 20. Et ceci, finalement, le problème dual. Donc, on a ici notre problème dual. Maintenant, la question. Donnez la solution optimale du primal. Il veut la solution de primal de ce problème de maximisation. Donc, on va résoudre ce problème de maximisation avec toutes les étapes de la méthode de simplex. C'est un problème simple de maximisation. Donc, on va tout d'abord déterminer une solution de base. Donc, x1 et x2 égale à 0. Donc, on va, avant de passer bien sûr à la forme standard, on va ajouter, donc ici la forme standard, juste on va donner pour le dual, pour comprendre. Donc ici, pour le dual, on a donc supérieur ou égal, donc on aura y1 plus 2 y2, donc moins u1 égale à 30, et y1 plus y2 moins u2 égale à 20, et y1 et y2 supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a maintenant la forme standard du primal et la suivante. Donc max de f égale à 30x1 plus 20x2, et x1 plus x2, parce qu'on a ici inférieur ou égal à 70. Donc x1 plus x2 plus e1 égale à 70. 2x1 plus x2 plus e2 égale à 90. Et x1 supérieur ou égal à 0 et x2 supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va le résoudre avec le programme de simplex habituel. On est en face d'un problème de maximisation. Donc, le même critère d'optimalité de problème de maximisation. Je vous rappelle le critère d'optimalité pour un problème de maximisation. C'est le coefficient de z, de f ou de z ici, doit être négatif ou 0. D'un problème de maximisation, négatif ou 0. Au contraire, d'un problème de minimisation, le coefficient de z ou de f, positif ou 0. Ok, on est en face d'un problème de maximisation ici. Donc, dès le début, la solution de base, il faut déterminer une solution de base. Ici, x1, x2 égale à 0, c'est-à-dire e1 égale à 70, positif, e2 égale à 90, positif. On n'a rien, on n'a pas un problème. Donc, on n'a aucun problème. Donc, on va le résoudre. Donc, on va prendre ici le maximum de ces coefficients. Donc, c'est 30. x1, elle va entrer dans la base. Et on va calculer le rapport. Donc, 60 sur 1 et 80, 70 sur 1 et 90 sur 2. Et on va prendre les minimums entre 60 et 45. C'est-à-dire ici, 45 est le min. Donc, E2, elle va sortir de base. Et après, on va remplir le deuxième tableau, c'est-à-dire ici, tout 0 sauf ce pivot-là, 2 et 1. Et ici, on va les diviser par le pivot. OK? Donc ici, 0, 1, 0. Ici, on va diviser par le pivot. Donc ici, le pivot. Donc, on va diviser par 2, 1 demi, 0, 1 demi. Ici, 45. Donc, puis, on va remplir les autres cases avec la même règle de pivot. Maintenant, est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale? Non, parce que ici on a le 5, c'est la solution, c'est positif. Donc, x2, elle va entrer dans la base. À la place de qui? On va voir. Donc, on va calculer le rapport toujours. 25 sur 1 demi. Donc,
Oui, c'est sur 1,5 et 45 sur 1,5. Donc ici, on a la colonne pivot, ou la ligne pivot, c'est E2. E2, elle va sortir de base. Et 1,5 ici, c'est le pivot. OK? Donc, on va remplir ici le tableau, le second tableau. Donc, X2 ici et X1 ici. Donc, ici, on a déjà le premier tableau 0, 1, 0. Le deuxième 1, 0, 0. Donc, à partir de là, on peut comprendre que ceci est le deuxième tableau déjà. Et ici, la solution finale, parce que ici, tous sont 0, sauf tout ou négatif. 0 ou négatif. OK? Donc, et la solution optimale, c'est 50, 20. Donc, la solution optimale pour le primal, X2, c'est 50. Et X1, c'est 20. Et avec F égale à 1600. Donc, la première remarque ici, que la solution optimale d'un problème primal est la solution optimale pour un problème dual. Donc, je répète, dans le primal, on a un problème, on revient ici, dans le primal, on a un problème de maximisation. On a trouvé max de F égale à 1600, n'est-ce pas? Donc, j'espère que ça, 1600. Et dans le problème dual, ici, min de Z, aussi Z, on peut déduire que Z égale la même valeur, 1600. Donc, on a un théorème dans le cours que nous dit que le problème dual et le problème primal ont la même solution, de Z. Ont la même solution. C'est-à-dire ici, on a trouvé 1600, donc pour F, et aussi Z égale à 1600. Mais maintenant, Y1 et Y2 à quoi est égal? Donc, ici, Y1 prendre la valeur de E1 et Y2 de E2, U1 de X1 et I2 de X2. C'est-à-dire ici, on lit Y1 égale à 10, Y2 égale à 10, U1 égale à 0 et U2 égale à, ici, U2 égale à 0 et Z égale à 1600. Donc, ici, on peut déduire les valeurs de la solution du dual. Donc ici, la solution du primal, c'est X1 égale à 20, X2 égale à 50 et F égale à 1600. Et E1 égale à E2 égale à 0. C'est E1, E indice 1 ici, hein, c'est pas E-1. Donc E indice 1 égale à E2 égale à 0. Donc ceci, la solution du primal. Maintenant, la solution du dual. La solution du dual, c'est Y1 égale à 10, Y2 égale à 10, U1 égale à U2 égale à 0 et Z aussi égale à 1600. Donc, si vous résoudre le problème primal, vous pouvez déduire la solution dual. Et si aussi vous résoudre le problème dual, vous pouvez déterminer la solution primale. Et on va faire l'inverse dans le dernier exercice à faire. Donc, dans le dernier exercice, ici, on a résolu le primal, on a déterminé le dual, puis on a résolu le primal et on a déduire la solution dual du primal. Dans le dernier exercice, on va faire l'inverse. C'est-à-dire, on va prendre un primal et on va déterminer de même le dual, mais cette fois-ci, on va résoudre le dual, c'est pas le primal, on va résoudre le dual, on va déduire la solution dual, puis on va déduire la solution du primal. OK? On va faire l'inverse. Ceci dans l'exercice à faire. Et on a déjà, c'est bon, déterminé cet exercice, donc déterminer la solution optimale. OK? Maintenant, on va passer à la presque dernière application, c'est l'analyse de sensibilité, où on va analyser l'intervalle de variation de quelques variables, donc de coefficients CJ ou les variables de quantité, de façon que notre solution ne change pas. Donc, ceci est le principe de l'analyse de sensibilité. Donc, ce principe est basé sur le dernier tableau de simplex. Donc, le dernier tableau de simplex, c'est-à-dire que le dernier dont on a déjà la solution optimale. Donc, donc si vous
demander de déterminer l'intervalle de variation, par exemple, de coefficient de CJ ou de quantité, il faut avoir le dernier tableau de simplex, c'est-à-dire où vous avez déjà la solution optimale. Donc, juste, je vous rappelle l'analyse de sensibilité. De quoi il s'agit, l'analyse de sensibilité? Donc, l'analyse de sensibilité, on veut varier le coefficient, quel que soit le coefficient CJ ou la quantité, de façon que notre solution ne change pas, notre solution optimale ne change pas. Et ceci est très, très important. Par exemple, on a cet exercice d'analyse de sensibilité. On a ce programme linéaire de maximisation, 2x1 plus 4x2 plus 3x3. Donc, sous ces contraintes, 3x1 plus 4x2 plus 2x3 inférieur ou égal à 60. 2x1 plus x2 plus 2x3 inférieur ou égal à 40. Et x1 plus 3x2 plus 2x3 inférieur ou égal à 80. Et avec, bien sûr, ces x1, 2, 3 et sont toujours positifs. Maintenant, donc, ceci est très important. Si, par exemple, je veux, j'ai des articles, donc article A, article B et article C. Je veux, ici, le prix de vente de l'article A et le prix de vente de l'article B et le prix de vente de l'article C. Donc, je veux avoir la même quantité d'articles. Donc, j'ai la solution optimale. Par exemple, la solution optimale est la quantité d'article A, c'est 60. La quantité d'article B, c'est 50. Et la quantité d'article C, c'est par exemple 20. Maintenant, et ce 2-là, c'est le prix de vente de l'article A. Et ce 4-là, le prix de vente de l'article B. Et 3, le prix de vente de l'article C. Maintenant, je veux que la même solution ne change pas. La même solution ne change pas. C'est-à-dire, je veux avoir la même quantité de production. Mais, je veux savoir, est-ce que je peux augmenter, par exemple, ce 4-là, ce prix de vente de ce 4-là. Si je peux augmenter ce 4-là, c'est-à-dire ce max Z, il veut augmenter. Si je peux augmenter ces valeurs-là, par exemple, de façon ne change pas la quantité de production, c'est-à-dire de gagner de plus. Et ceci, c'est très important dans la vie, dans le problème de vie générale ou d'usine ou de n'importe quoi. Donc, ceci est très, très, très important. Quel que soit dans le problème de maximisation ou de minimisation pour diminuer le coût, par exemple. Et ceci est très, très important. Donc, on va déterminer c'est pas est-ce qu'on peut ou non, mais plus que ça, on veut déterminer un marge. On peut déterminer un intervalle de variation de ce coefficient-là. Par exemple, au lieu de 4, on peut prendre entre quel intervalle et quel intervalle pour, par exemple, maximiser ce Z-là, et avoir la même quantité de X1 et X2 et X3. OK? Donc, on va le voir ceci. Juste, je vous montre ici l'importance de cette analyse de sensibilité. Donc, l'analyse de sensibilité dans la recherche opérationnelle, elle est très, très, très importante de ce côté-là. Et on va voir après dans l'autre côté. Donc, ici, il nous donne ce problème linéaire, ce programme linéaire de maximisation. Et bien sûr, il nous donne le tableau final. Donc, vous pouvez donner ce programme-là et vous pouvez résoudre vous-même. C'est aussi un exercice, vous pouvez résoudre vous-même. Et vous avez ici la solution optimale. Il faut arriver à ce tableau final. OK? Donc ici, on a ce tableau final où on a la solution optimale donnée. Est-ce qu'on peut déduire la solution optimale, c'est-à-dire celui ici après ce tableau-là, d'après ce tableau-là. Maintenant, quel est l'intervalle de variation de bénéfice du produit X2? Donc ici, la solution optimale, c'est x2 égale à 20 sur 3, x3 c'est 50 sur 3 et 2 égale à 80 sur 3. Ceci, on lit la solution optimale. Maintenant, il veut savoir quel est l'intervalle de variation de bénéfice du produit x2. Donc, quel est le produit x2 ici? Il veut pas changer ce x2-là, mais il veut l'intervalle de variation de bénéfice, c'est-à-dire ce 4-là, le bénéfice de x2 sur 4. Donc, de ces deux-là. Il veut savoir de combien on peut varier ce 4-là pour avoir le même x2. Donc, on va prendre ici la solution optimale. Donc, on va prendre cette question-là. Donc, on cherche l'intervalle dans lequel on peut varier C2 égale à 4 sans la solution optimale change.
Donc, on veut pas que la solution optimale change, mais on veut varier ces deux-là. Maintenant, on va considérer une variation de coefficient C2 de 4 plus delta. Donc, on va ajouter delta à 4 en remplaçant dans le tableau optimal 4 à 1 plus delta. Donc, la première étape, ici, est de remplacer, ici dans le CJ, donc 4, au lieu de 4, c'est 4 plus delta. Et ici, de même, 4 plus delta. Donc, ceci est la première étape. Si vous changez ici 4 plus delta, ici 4 plus delta, le plus important, qu'est-ce qui va changer? Le ZJ va changer et le CJ moins ZJ, elle va changer. On va calculer tout d'abord ces ZJ. Qu'est-ce qu'on a dit pour calculer ces ZJ? On a dit que c'est 1 tiers fois 4 plus delta, plus 5 sur 6 fois 3, plus moins 5 sur 3 fois 0. On aura 23 sur 6 plus 1 sur 3 delta. Maintenant, cette case-là, 1 fois 4 plus delta, plus 0 fois 3, plus 0 fois 0, c'est 4 plus delta. Maintenant, c'est 0 fois 4 plus delta, 1 fois 3, plus 0 fois 0, c'est 3. Il reste 1 plus 3. Maintenant, de même ici, 1 sur 3 fois 4 plus delta, moins 1 sur 6 fois 3, moins 2 sur 3 fois 0, c'est 5 sur 6 plus 1 sur 3 delta. De même ici, moins 1 sur 3 fois 4 plus delta, 2 sur 3 fois 3 et 0 fois moins 1 sur 3. C'est 2 sur 3 moins 1 sur 3 delta. Et de même ici, 4 plus delta, 0 fois 3 et 1 fois 0, c'est 0 ici. Maintenant, on a que vous avez rempli ZJ, c'est nos ZJ. Vous remplacez ici pour déterminer CJ moins ZJ, c'est-à-dire 2 moins cette valeur-là, moins 23 sur 6, moins 1 sur 3 delta. C'est-à-dire moins 11 sur 6, moins 1 sur 3 delta. Ici, 4 plus delta, moins 4 plus delta. Donc, 4 plus delta, moins 4 moins delta, égale à 0. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins cette quantité-là, c'est moins 5 sur 6, moins 1 sur 3 delta. Donc, 0 moins cette quantité-là, c'est moins 2 sur 3, plus 1 sur 3 delta. Ici, 0 moins 0, c'est 0. Donc, le seul calcul c'est donc ces deux cases-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait ici? On est un problème de quoi? De maximisation. Donc ici, de maximiser. On est un problème de maximiser. Qu'est-ce qu'on sait ici? On sait que si vous avez un problème de maximisation et si vous avez la solution optimale, on veut que cette solution ne change pas. Donc, le coefficient ici de CJ moins ZJ sont un problème de maximisation négatif ou nul. Donc, tous ces coefficients sont négatifs. On va l'encadrer. Donc, moins 11 sur 6, moins 1 sur 3 delta négatif, c'est-à-dire delta supérieur ou égal à moins 11 sur 2. Et on a la deuxième ici, moins 5 sur 6, moins 1 sur 3, delta est négatif, c'est-à-dire ici c'est delta supérieur ou égal à moins 5 sur 2. Et la troisième, moins 2 sur 3 plus 1 sur 3 delta est négatif, c'est-à-dire delta est inférieur ou égal à 2. Donc, l'intersection de ces intervalles-là, c'est delta entre moins 5 sur 2 et 2. Mais il ne veut pas la variation de delta, il veut la variation de 4. Donc 4 plus delta. Juste, on va ajouter 4 à cet intervalle-là, 4 est une valeur positive. Donc 3,5, 4 plus delta est entre 3,5 et 6. Donc la solution reste optimale tant que ce C2 reste entre 3,5 et 6. Donc corroyez, si à la place de prendre 4, vous prenez 6, vous maximisez le bénéfice. Vous maximisez le bénéfice et vous produisez le même quantité. C'est très important. Donc, pour une usine, c'est très important de produire le même nombre de produits, mais d'augmenter le prix de vente. Donc, c'est-à-dire pas d'augmenter le prix de vente, c'est d'augmenter le bénéfice. Le plus important, augmenter le bénéfice dans la condition de produire le même quantité. C'est très important. OK? Donc, ici, on a déterminé le variable, donc ou l'intervalle de variation pour C2, 4, c'est-à-dire 4 plus 2 là. Vous pouvez entraîner avec un autre coefficient. Par exemple, avec ce coefficient-là 2. Vous pouvez entraîner, par exemple, vous pouvez prendre 2 plus delta. Ici, donc, et vous cherchez quel est l'intervalle de variation. OK? Donc, maintenant, pour la deuxième question. On cherche à déterminer dans quel intervalle on peut varier une quantité QI de ressources sans que la solution optimale change. Donc, on va ouvrir la question. Qu'est-ce qu'il demande? Donc, quelle est la sensibilité du premier ressource, c'est-à-dire que 1 tel que 1 égale à 60.
Donc, il veut savoir la sensibilité de première ressource, c'est-à-dire le produit 1, et que le 1 égale à 60. Donc, on va le tester. On va déterminer plutôt ce variable-là, qui est E1. Donc, E1 ceci, E1 plus delta. Donc, ici, on va ajouter delta à cette colonne-là. OK? Donc, si vous avez ajouté delta à cette valeur-là, qu'est-ce qu'il va changer? Donc, on va ajouter à cette quantité-là un tiers fois delta. Donc, ici, on va multiplier par delta et toute cette colonne et l'ajouter à cette case de quantité. Donc, ici, on a déjà 20 sur 3 plus ici un tiers fois delta. 50 sur 3, ici, moins un sixième fois delta. Ici, 80 sur 3, moins 2 tiers fois delta. Juste ça. Après, qu'est-ce qu'on a dit ici? On sait que ces quantités-là restent toujours positives. Toujours, quelle que soit la solution optimale ou non pas. Il reste toujours ces quantités. On a dit que ces quantités x2, x3 et 2, e3 restent toujours positives. Donc, on va l'encadrer. Donc, on va prendre 20 sur 3 plus 1 tiers delta positif. 50 sur 3 moins 1 sixième delta, c'est positif. 80 sur 3 moins 2 tiers delta, c'est positif. Donc, ceci implique que delta est compris entre moins 20 et 40. Il veut, dans la question, que E2 égale à E1 égale à 60. Donc, on veut encadrer delta plus 60. Delta plus E1. Donc, delta plus E1. Donc, delta plus 60, c'est 40 et 100. Donc, Q1, la quantité de Q1 entre 40 et 100. Donc, tant que la quantité de bois reste, par exemple, la quantité E1 de bois reste entre 40 et 60 unités, les valeurs marginales de ressources restent valables, ne changent pas. Et ceci, l'analyse de sensibilité. Donc, l'analyse de sensibilité, elle est très importante dans la recherche opérationnelle. Donc, et déjà, on a montré comment on peut déterminer l'intervalle et l'importance de cette analyse de sensibilité et comment on a déterminé l'intervalle de variation de façon que notre solution optimale ne change pas, reste inchangeable. Donc, on a terminé déjà nos exercices ou nos applications. Donc, on va finir ce chapitre avec un exercice à faire. Donc, cet exercice, on a dit déjà, on va faire l'inverse de l'exercice 3 qu'on a déjà fait. Donc, simple expérimental dual. Donc, cette fois-ci, on a un problème, c'est pas de maximisation, on a un problème de minimisation. Sous cette forme-là, mi de z égale à 2y1 plus 5y2 plus 3y3 avec y1 plus y2 plus y3 supérieur ou égal à 60. 2y1 plus y2 plus 2y3 supérieur ou égal à 95. Y1 ici, c'est la nouveauté, supérieur ou égal à 10, Y2 supérieur ou égal à Y2, Y3 et Y4 positif. On va donner le programme dual P' du primal P, de ce primal P. On va appeler le standard du programme P' de dual. Résoudre le programme dual avec le texte. Dans l'exercice numéro 3, on a résolu le programme primal. Et après, on va déduire la solution primale et la solution dual. Maintenant, on va résoudre le programme dual. Oui, on va donner une solution optimale de dual et on va déduire une solution optimale de primal. Donc, on va le corriger ultérieurement, quelquefois dans le chapitre prochain ou dans la séance présentielle. Donc, j'espère que tout est clair. Donc, merci finalement pour votre attention et je suis à votre disponibilité. Merci bien.